Bonjour. Passons maintenant à la vidéo numéro 262. Les autres membres inférieurs. C'est en effet le titre de la vidéo. Fallait bien trouver un titre. Numéro 225. L'Aine se dit Népehu, dès la 15e dynastie, plus au Nouvel Empire, et ensuite attesté à la 26e dynastie. Les graphies restent identiques. Et pourquoi pas le pli de l'Aine? En tout cas, c'est attesté au Moyen Empire. Et littéralement, c'est le sommet des cuisses. On ne peut pas faire mieux. Le terme débéboui, attesté à la 18e dynastie, semble signifier les hanches. À part ce terme débéboui, il n'existe aucun terme recensé pour traduire les hanches. Alors pourquoi pas selon le contexte? Un terme attesté au Moyen Empire est tchet, et il correspond à l'entrejambe. Rien à ajouter, on passe à la page suivante. On va parler des genoux. Le premier c'est pad, qui a évolué en padj, puis ped, et ce dès la 17e dynastie. La graphie pour les écritures en padj est déterminée par le Y24, rappelant la forme arrondie du genou ou la rotule. Le hiéroglyphe T9D, pour la valeur militaire ped, est une graphie du T9, l'arc. C'est un nouveau hiéroglyphe. Et le T, dans la dernière graphie gréco-romaine, est, vous l'avez reconnu, un signe superfétatoire. C'est pas sûr en réalité. C'est peut-être une évolution graphique en pet. Quant au terme massetta, pour désigner le genou également, il est attesté sur toutes les périodes. Le duel à la basse époque est bien une forme au féminin. À noter que la dernière graphie au Moyen Empire peut se lire autrement et signifier d'autres termes de la jambe, comme dans la vidéo précédente. Les deux termes précédents, quand ils sont adjoints l'un après l'autre, signifient également les genoux au duel. Littéralement, on a le genou et le genou. C'est comme ça. Dans les anciennes revues, la traduction était la rotule, pour information. Le mot pour le mollet est C7. C'est un terme masculin attesté au Nouvel Empire et à l'époque romaine. Le talon se dit à l'Ancien Empire et au Moyen Empire aguet, et il peut traduire également la plante du pied. Puis le talon à la 19e et 20e dynastie est attesté avec la lexie Thébès. Nous avons clairement des graphies néo-égyptiennes. Pour revenir à la plante du pied, il existe un terme qui a beaucoup évolué. À l'Ancien Empire, c'est tchébou. Le duel peut être au féminin. Au Moyen Empire, tébou. Au Nouvel Empire, on a tchébet, tchèb et tébet. Et l'évolution phonétique en deb à la 20e dynastie. Puis les mêmes phonétiques pendant la basse époque et la période gréco-romaine. Rien à dire de plus, c'est très clair. Passons à la dernière page. Oh, encore une désignation pour la plante du pied. On a ret net red, littéralement le corps du pied, ou ret net chebet, littéralement le corps de la sandale ou de la semelle, qui est marqué par l'empreinte de la plante du pied. Nous avons vu le terme aneth pour traduire l'ongle, et bien entendu l'orteil au numéro 177 de la vidéo 252. Le terme pour traduire uniquement l'orteil est sa. Il est resté constant de l'Ancien Empire au gréco-romain. La troisième variante à l'Ancien Empire est représentée par le hiéroglyphe D61A, qui est une graphie du D61. Et la graphie à la troisième période intermédiaire est le D63G. C'est également une graphie du D61. Les autres hiéroglyphes ne nous sont pas inconnus. Nous avons donc deux nouveaux à rajouter à notre playlist de tous les hiéroglyphes. À la période ptolémaïque,
nous avons des graphies intéressantes pour désigner les orteils avec des écritures cryptographiques, avec par exemple les deux jambes pour indiquer davantage les orteils. La variante est notée par la suite avec simplement deux O rappelant le hiéroglyphe D63G que l'on a vu précédemment pour la troisième période intermédiaire, et avec ou sans la répétition des deux jambes. Et le terme est un collectif. Les orteils, dans ce contexte, traduisent nos 10 orteils. Et enfin, à la 16e et 17e dynastie, les extrémités des orteils se traduisent de manière littérale sans surprise. La vidéo est finie et on arrive presque à la fin. Portez-vous bien.